On va terminer le résumé de cette méthode Change ma vie, qui consiste à créer une vie extraordinaire qui nous ressemble. On se rappelle, on a vu les généralités, on a vu la vision qui consiste à faire une sorte de projet pour les semaines, les mois à venir, ou un projet de vie, quelque chose de beaucoup plus consistant. Bref, n'importe quelle vision qui nous amène vers une vie différente d'une vie ordinaire que l'on peut être en train de vivre aujourd'hui et que l'on aimerait bien changer. Puis après la vision, nous avons vu la clarté, qui consiste à avoir conscience de quelles sont nos ressources, nos compétences, d'être clair sur ce dont on dispose pour pouvoir construire quelque chose de réaliste, même si ça passera par des progrès et des apprentissages. Et maintenant, on va parler de l'élan, tout ce qui va nous servir pour soutenir notre motivation dans le temps et continuer à aller vers cette vision qui nous anime. Alors justement, premier paragraphe s'appelle « Soutenir notre motivation dans le temps ». Cet élan, ça va être une force qui va nous permettre de rester en mouvement, sans s'épuiser, en surmontant ses doutes, ses peurs et les obstacles qui pourront se présenter en chemin. Et on va pouvoir ici déjà prendre notre carnet et analyser un précédent abandon. On va mener des réflexions avec curiosité et sans jugement pour essayer de comprendre ce qui a pu nous manquer. Puis on arrive à quelque chose qui me semble essentiel et sur différents points de vue, c'est notre rapport à l'inconfort. Car effectivement, quel que soit le sujet, il y aura des choses que l'on ne va pas pouvoir toujours anticiper. Il pourra y avoir des moments inconfortables, de la flemme, de l'appréhension, de la confusion, du débordement, la peur du regard des autres. Et l'erreur pourrait être de laisser ces émotions inconfortables nous détourner de notre objectif. Avoir des doutes qui nous feraient dire que ce projet n'est pas pour nous. Mais on fait souvent une erreur d'interprétation, car en effet, l'inconfort émotionnel n'est pas un panneau de stop. Et la question qu'on pourra se poser, c'est pourquoi est-ce si inconfortable de poursuivre un objectif? Car bien sûr, on aimerait penser que l'aventure sera galvanisante de bout en bout, car on est surtout câblé pour rechercher le plaisir, éviter l'inconfort et la douleur, et économiser nos ressources. Et bien face à un inconfort, on a un aiguillage très simple. Soit renoncer pour éviter l'inconfort, soit le traverser pour poursuivre notre démarche. Et ces deux choix sont aussi valables l'un que l'autre. Ce qui importe, c'est de prendre la décision en connaissance de cause. Alors, par rapport à l'inconfort, on pourra avoir de l'auto-sabotage. Une sorte de conflit entre deux parties de nous-mêmes. La première qui agit en direction de l'objectif, et la deuxième qui torpille les actions en essayant d'éviter l'inconfort. On peut aussi avoir la procrastination, car parfois l'inconfort émotionnel est si fort que l'on peut se retrouver détourné de l'action prévue. Et il sera utile à ce moment d'identifier les émotions pénibles. Et parfois, c'est le manque de clarté sur notre plan d'action. On pourra aussi avoir les faux plaisirs, ce comportement d'évitement que l'on adopte pour fuir ou masquer des émotions désagréables, qui pourra nous conduire vers un choix de réconfort émotionnel à court terme. Bien sûr, ce n'est pas un problème en soi si ça reste ponctuel et en conscience, et en évitant quand même les conséquences négatives sur notre qualité de vie. Et là, c'est important, on va voir un paragraphe qui va nous inviter à embrasser l'inconfort. Dit autrement, apprendre à traverser ces émotions inconfortables en trouvant le confort dans l'inconfort. Première étape va consister au fait de remarquer ces émotions inconfortables. Peut-être que l'on va être amené à ralentir un petit peu pour prendre le temps de ces remarques. En deuxième étape, on va essayer de décoder que cherchent à nous dire les émotions que l'on ressent en ce moment. On va essayer d'identifier les pensées qui en sont à l'origine, à travers par exemple un flot de pensées. Et on se rappelle que comme c'est nous qui créons les émotions à partir de nos pensées, on doit avoir une certaine maîtrise sur le résultat final. En troisième étape, on va pouvoir normaliser. On a souvent une fausse impression qu'on est les seuls à se heurter à une difficulté et à éprouver ce sentiment. Alors que l'on est tous sujets à ce biais. On ne voit que la façade colorée des gens que l'on admire. Et si cet inconfort faisait simplement partie du processus normal? Et alors plus on normalise ce qu'on ressent en imaginant les milliers de personnes éprouvant la même chose, moins on résistera à cet inconfort. En quatrième étape, on va essayer de répondre. En effet, le message initial de notre système cognitif part d'un bon sentiment. Tout simplement nous protéger. Et on n'est pas obligé de lui laisser le dernier mot. Par contre, attention, l'inconfort peut être un signal d'alarme.
Dans la majorité des cas, l'inconfort fait partie du processus normal, mais parfois c'est bien un système d'alarme. Ça peut être l'inconfort dû sur place, si par exemple on est en déficit de projet, si on a un sentiment diffus d'ennui, d'insatisfaction, de frustration, un fond de tristesse ou d'amertume. Et ça peut être aussi un inconfort dû au désalignement, quand on cache ce que l'on pense, qu'on fait des petits arrangements avec la vérité, ou que l'on ravale notre insatisfaction pour éviter de déplaire ou d'enclencher un conflit. Il peut y avoir un décalage entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et l'erreur serait de penser qu'il faut juste attendre, persévérer et que cela passera. Paragraphe suivant, on nous propose d'adopter l'identité du succès, et ça c'est vraiment intéressant. Et une fois le projet mené à bien, si l'on veut que les bénéfices s'ancrent dans la durée, il est indispensable que notre identité est suivie, que l'on soit devenu quelqu'un de différent, qui a accompli ce projet et qui en a acquis ses caractéristiques. Et on est amené donc à se demander qui est-ce que l'on doit devenir pour atteindre notre objectif. Petit paragraphe qui s'appelle « Fake it until you make it ». Ça c'est très américain, ça signifie faites semblant et puis un jour vous finirez par y arriver. Et ici on précise bien qu'on ne nous propose pas de faire semblant. En effet, il faudra construire pas à pas le chemin qui mène à notre conception actuelle de nous-mêmes, à celle que l'on souhaite adopter. Alors comment accéder à notre sagesse personnelle ? Depuis notre enfance, on est habitué à chercher les réponses à l'extérieur de nous. Bénéficier de l'expérience et de l'expertise d'autres personnes nous a fait bien souvent gagner un temps précieux. En effet, l'apprentissage serait beaucoup plus long. Mais cette façon de fonctionner peut malheureusement nous faire oublier d'accéder aussi à notre sagesse personnelle. Parce que l'on pense que la réponse à nos interrogations se trouve toujours et uniquement à l'extérieur de nous. C'est ce que l'on appelle le syndrome de la bonne élève ou du bon élève. Et 4 conséquences problématiques découlent de ce mode de fonctionnement. D'abord, il entretient notre dépendance envers des sources d'autorité ou d'expertise extérieures, dont il faudrait obtenir la validation avant de pouvoir avancer, et qui serait seul juge de la valeur de ce que l'on entreprend. Et cette dépendance est antinomique à notre confiance en nous, aussi en nos capacités de réflexion, en notre ingéniosité, en la pertinence de nos opinions. Ensuite, ce mode de fonctionnement nous déresponsabilise des résultats de nos actions. Si ce que l'on fait ne donne pas de résultat, la tentation est forte de nous défausser en nous disant « je ne sais pas, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire ». Et cette déresponsabilisation nous empêchera de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment corriger le tir. Par ailleurs, ce mode de fonctionnement nourrit l'illusion qu'il existe des baguettes magiques, des solutions clés en main. De plus, cela nous conduira à mener une existence qui ne nous ressemble pas. Première piste, y penser. On va repérer toutes les fois où l'on répond à un questionnement intérieur par « je vais demander à ». Deuxième piste, nous connecter à notre futur nous. On va imaginer la version de nous qui est de l'autre côté de l'obstacle, de l'autre côté du doute. Troisième piste, on pourrait consulter notre conseil des sages. Par exemple, se constituer un conseil de sage imaginaire auquel poser nos questions quand nous ne savons pas quoi penser ni comment avancer. Mais alors que faire en cas d'échec ? Eh bien déjà, il faut savoir distinguer les 2 niveaux de la difficulté. Le niveau factuel de l'échec, que l'on va pouvoir noter de manière dépassionnée, et deuxièmement, le niveau émotionnel de l'échec. Dit autrement, la narration autour des faits. Et notre pouvoir est bien à ce niveau. Et là, on nous propose 4 étapes à franchir dans l'ordre et en s'appropriant bien leurs résultats étape par étape. Première étape, il convient d'accueillir nos émotions, car on doit s'autoriser à éprouver des émotions douloureuses. On ne peut pas lutter contre. Ma déception, mon découragement, mon désespoir sont créés par des phrases que j'ai dans la tête. Elles sont pénibles maintenant et ne dureront pas. Voilà la phrase que l'on peut se répéter. En deuxième étape, on va pouvoir procéder au recadrage. On va pouvoir identifier les éléments factuels pour les distinguer de nos interprétations. Si on vit un échec de façon douloureuse, c'est probablement que notre interprétation initiale est soumise à l'un de ces 3 biais. Premièrement, ne voir que les aspects négatifs de ce qui n'a pas marché, ou encore prendre l'échec personnellement, en tirer des conclusions sur nous, notre valeur en tant que personne. Ou enfin, se servir de cet échec pour prédire l'avenir, la petite phrase du genre « ça ne marchera jamais ». En troisième étape, on va passer à l'évaluation. On va voir en 3 temps ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qu'il faudra faire différemment par la suite.
En quatrième étape, on va avoir une remise en action, car ce n'est que quand on aura accueilli nos émotions, recadré notre échec et évalué la situation de façon factuelle, que l'on sera prêt à décider quoi faire ensuite, car se remettre en action trop tôt est risqué. Voilà, l'auteur nous dit qu'on est désormais équipé pour aborder notre quotidien, nos projets et nos relations en y mettant tout l'extraordinaire auquel on aspire. Et son espoir, c'est la transmission de la curiosité de notre mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment essentiel. On est face à une méthode, mais, je répète, son espoir, c'est la transmission de la curiosité de notre mode de fonctionnement. Car en fait, au milieu de tout ça, on est tous différents, et c'est bien ce qu'elle dit là, et on a chacun nos clés et nos cheminements qui nous sont propres. Son souhait, c'est de pouvoir se dire le matin, j'adore ma vie, et je sais que le meilleur reste à venir. J'en arrive à ma conclusion globale sur ce livre et toute cette démarche. On a d'un côté une démarche très bien structurée, qui regroupe beaucoup de très bons principes pour déjà mieux vivre sa vie et permettre aussi de sortir de son ordinaire et sortir de sa zone de confort. Quelle belle incitation qui rejoint une de mes suggestions préférées. Par exemple, aller outre, j'ai toujours pris un petit déjeuner, je ne pourrais jamais faire autrement. Et aussi le nombre de fois où je disais à une personne qui affirmait haut et fort « je suis nul en informatique » alors qu'elle était en train de faire une démarche de venir apprendre pour progresser en informatique. Et je leur disais déjà, vous pouvez aussi dire, je m'améliore constamment, vous êtes venu apprendre, vous êtes en train de vous améliorer. En tout cas, mon constat, c'est qu'est-ce que c'est dur de faire passer ce message. Et oui, garder son élan est probablement la pierre angulaire de tout projet, petit ou grand, et ici, dans cette méthode, au moins, on peut avoir vraiment les clés pour y arriver. Et l'auteur insiste bien pour dire que ce ne sera pas toujours agréable. On n'est pas sur la méthode Coué ou l'affirmation potentiellement culpabilisante, quand on veut, on peut. Perso, j'aurais tendance à dire « do it until you fake it ». Dit autrement, en fait, il suffit de faire les choses de manière structurée et répétée pour tromper notre système de pensée qui souhaite nous maintenir au confort et nous éviter les émotions désagréables. Et donc à force de faire, on va se rendre compte que l'on a fini par piéger un peu ce système et finir par y arriver. Voilà, comme l'auteur, mon seul souhait de tout ça, ça restera la transmission de la curiosité sur notre mode de fonctionnement et se rendre compte qu'on en est tellement plus que ce dont on entend autour de nous. Pour mémoire, vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter ou accéder à des versions longues de ce résumé. Voilà pour le résumé de ce livre.